Bienvenue sur les podcasts de Tech15. Animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vue du banc met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes rugby. Quelle est la vision de leur sport? Quelles sont les particularités de leur métier? Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence? Pour le découvrir, Vue du banc est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti. Vue du banc reçoit pour ce 5e épisode Laurent Travers, manager du Racing 92, et Peter De Villiers, en charge de la mêlée au sein de l'équipe d'Écosse. L'actualité de ce tournoi des 6 nations nous amène en effet à nous intéresser aux échanges entre un club et une équipe nationale à propos de ces joueurs qui passent à plusieurs reprises dans une saison du club à leur sélection nationale. Comment s'organisent ces échanges? Sur quelles données s'exerce-t-il? Le suivi du joueur ou de la joueuse est-il ponctuel ou se prolonge-t-il sur l'ensemble de la saison? Cette communication entre entraîneurs concernés comporte-t-elle des limites ou au contraire, le joueur reste bien au centre des préoccupations à la fois du club et de la sélection? Nous tenterons de prendre des exemples concrets sans trahir de secrets bien entendu. Laurent Travers, Peter De Villiers, messieurs bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Et avant tout, merci de participer au podcast de Tech15 en plein milieu de la saison. Laurent, je crois tout de même que tu souffles un peu cette semaine? Oui, j'ai la chance d'avoir, après 12 matchs d'affilée, de pouvoir donner une semaine de régénération à l'ensemble des joueurs, mais aussi à l'ensemble du staff. Donc voilà, j'ai le privilège de pouvoir revenir un peu sur mes sources dans le Périgord. Peter De Villiers, en revanche, on est en plein tournoi Destination, avec cette belle victoire à Twickenham pour démarrer le tournoi, c'est pas mal? Ça fait toujours plaisir de commencer avec un match gagné à l'extérieur, notamment à Twickenham où c'est jamais facile. Donc très content de ça. Maintenant, on a aussi souvent sur la deuxième journée, on a fait des faux pas dans le passé. Donc à nous de rester quand même bien concentré, de faire mieux que le passé. Ouais, de rester prudent. On comprend bien la problématique des entraîneurs par rapport à ces allers-retours permanents de joueurs entre le club et leur équipe nationale. Est-ce que c'est compliqué à gérer, Peter? Oui, notamment pour les joueurs qui évoluent dans le championnat anglais. Le championnat anglais, c'est plus difficile, il y a un cadre à respecter. Et donc ces joueurs-là rentrent souvent, ceux qui ne sont pas dans le groupe de match, rentrent en fin de semaine dans leur club pour être disponible pour jouer. Évidemment, un joueur qui n'a pas pu s'entraîner début de semaine avec son club et qui rentre dans l'équipe pour jouer le week-end, ce n'est jamais facile et ça peut des fois créer certaines frustrations pour des entraîneurs de club, par exemple. Laurent, plus facile en France? Plus facile, je pense que la problématique, comme l'a très bien expliqué Peter, mais la problématique, elle est pour toutes les parties, c'est-à-dire partie joueur, partie club, partie fédération. Donc nous, en plus, sur le côté entente, en fait, accord qu'il y a eu entre la FFR et la Ligue nationale professionnelle, ça a été de mettre à disposition un peu plus de joueurs, notamment pour aborder la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Donc il était important que les clubs participent en espérant qu'il y ait une réussite au bout, participent vraiment à la préparation à la Coupe du Monde. Donc on le fait déjà depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on libère 42 joueurs par rapport à d'autres nations qui en libèrent beaucoup moins, mais on les libère aussi beaucoup plus longtemps. Les joueurs sont protégés puisqu'ils ont, en plus des matchs de tournois destination, ils sont protégés les semaines d'avant, ainsi de suite. Donc tout ça, ça n'existait pas. Donc ça a amené bien sûr des contraintes supplémentaires, mais les contraintes sont pour les clubs et pour les joueurs, mais aussi indirectement, c'est dans un but de faciliter la réussite du rugby français de l'équipe nationale. Donc ça, on y est tous partie prenante et en accord avec ça. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que ça amène une problématique supplémentaire, c'est que en plus des matchs des équipes de France, il y a d'autres matchs qui sont sur lesquels les joueurs sont aussi protégés. Ce qui n'est pas le cas, comme l'a dit très bien dit Peter, ce qui n'est pas le cas avec les joueurs écossais qui jouent en Angleterre, mais aussi avec les joueurs écossais qui peuvent jouer en France, puisque moi j'ai le cas avec Finn Russell. Moi, si je l'ai à disposition, il n'est pas protégé comme peuvent l'être les joueurs de l'équipe de France. Donc, on se retrouve par moment avec beaucoup plus de contraintes sur les joueurs pour les clubs. Beaucoup plus de contraintes avec les joueurs issus pour l'équipe de France, qui vont aller avec l'équipe de France, que issus des autres fédérations. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite,
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est important de tenir compte des trois parties. Si on regarde que la partie club, que la partie fédé, on oublie la partie quasiment la plus importante, c'est le joueur. Et donc, comme le dit très bien et comme on le fait énormément, que ça soit avec l'équipe de France, que ça soit aussi avec les autres fédérations, notamment moi pour l'Écosse, où on échange de savoir le joueur, le temps de jeu, est-ce qu'on peut le faire opposer, est-ce qu'on ne peut pas, les contraintes du club, les contraintes aussi de la fédé. Donc c'est pas toujours simple, et donc à nous d'être par moment, je pense, assez intelligents pour trouver justement le juste milieu pour que tout le monde se retrouve gagnant. Oui, on a le sentiment, Peter, qu'il faut dans ces échanges, il faut de la franchise, hein, c'est ça un petit peu. Oui, je pense qu'il faut de la franchise et il faut surtout de la bienveillance aussi, parce qu'à un moment donné, les contraintes et les aspirations de chaque équipe, que ce soit l'équipe nationale ou l'équipe de club, on a tous envie d'avoir des joueurs disponibles, frais et performants. Et c'est là où ça devient des fois compliqué, parce qu'entre-temps, les joueurs doivent aussi maintenant s'entraîner d'un côté, voyager au milieu de semaine pour aller s'entraîner de l'autre côté aussi. Et du coup, la charge d'entraînement sur le joueur et le stress d'un voyage ou d'un sommeil un peu moins bien réussi peuvent amener des contraintes supplémentaires sur les joueurs. Laurent vient de nous expliquer qu'en France, ça avait beaucoup évolué et que maintenant, c'était, en tout cas pour le sélectionneur national, mais aussi pour l'entraîneur de club, que c'était vraiment confortable comme système. Par exemple, Peter, avec ces 3 joueurs importants pour toi qui jouent à Exeter, je pense à Stuart Hogg, à Richie Gray et à Skinner, est-ce qu'avec ce club anglais d'Exeter, tu as de bons échanges ? Oui, on a de bons échanges avec tous les clubs pour l'instant, mais il y a aussi ce qui facilite les choses, c'est qu'il y a une charte qui existe, il y a une compréhension qui existe, donc le cadre est là. Le cadre est là et tout le monde respecte ce cadre. Donc ça rend les choses assez faciles, on va dire, pas forcément mieux pour l'un ou l'autre, mais au moins le cadre est là et tout le monde adhère. Oui, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Hein. Est-ce que, Laurent, c'est le monde professionnel qui, d'une certaine manière, a obligé les entraîneurs et les sélectionneurs à ce suivi permanent ? Oui, mais je pense que tout le monde essaie d'y trouver son compte et je le répète parce que la priorité des priorités, c'est que tout le monde, le joueur soit performant, mais aussi il y a aussi le côté physique et bien sûr sportif. Donc à partir de là, il est important qu'il y ait des accords qui soient mis en place et que tout le monde s'y tienne. Alors après, c'est toujours facile quand on écrit, mais après ça l'est beaucoup moins dans la pratique parce que le quotidien fait que il y a les pressions des résultats, il y a la pression sportive aussi qui rentre en ligne de compte, il y a les blessures des joueurs parce qu'on peut avoir prévu de dire ben non il jouera pas, mais il suffit que la personne ou les 2 personnes qui peuvent jouer au même poste soient blessées, donc ça met en difficulté le club. Donc il est important qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte et comme l'a aussi bien expliqué, il y a aussi les voyages, ça paraît pas mais ça fatigue aussi. Il y a la périodicité, c'est-à-dire que quand ils sont libérés le mercredi, mais ils se sont entraînés avec la fédé le lundi, le mardi, le mercredi, et quand ils arrivent en club, on leur demande encore de s'entraîner le jeudi et le vendredi. Et parce qu'il y a le match le samedi, donc c'est là où il faut être capable de, nous aussi, côté club, d'en tenir compte et de faire en sorte que le jeudi, le joueur, même s'il est là, c'est que présence et pas d'accès au terrain. Nous, on a eu le cas pour Finn juste avant le match avec l'Écosse qui devait partir. Et il est rentré le jeudi, il s'est pas entraîné, le vendredi, il a juste regardé. Donc on a fait jeudi, vendredi, il était en phase de récupération. Parce que si on commence à regarder que les côtés club et de dire on ne tient pas compte de ce qui se passe, quand on regarde le joueur, quand il arrive, comme Finn Russell, moi qui est arrivé de l'Écosse le mercredi, qui s'est entraîné lundi, mardi, mercredi. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a maintenant énormément d'échanges avec les fédérations, puisqu'on sait le travail qui a été effectué, que ça soit au niveau des courses, que ça soit au niveau des contacts. Et donc, si on veut rentrer en disant, nous, il faut que le joueur s'entraîne aussi, donc ça veut dire qu'il n'a pas de jour de repos. Ça veut dire qu'il s'entraîne le lundi, mardi, mercredi avec la fédé, le jeudi avec le club, le vendredi avec le club, le samedi match. Au bout d'un moment, ça peut pas marcher. Donc nous, un moment, c'est de savoir que le lundi, le mardi, le mercredi, il a travaillé avec l'équipe d'Écosse. Donc nous, le jeudi et le vendredi, il a été en phase surtout d'observation et pas de physique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup régénéré de façon à ce que le samedi,
ils puissent aborder le match en ayant vraiment déjà récupéré. Oui, c'est vraiment une étroite collaboration quand même là entre le club et la ça devient indispensable, mais tout ça pour le bien de tout le monde. Et c'est pas toujours, et je le répète, ne pensons pas qu'on est dans un monde des bisounours et que tout se passe bien. C'est tout sauf simple, parce que nous, le club, moi, je vais regarder les résultats de mon club et faire en sorte que mon club puisse réussir, parce que c'est ce qui m'est demandé. Et je comprends aussi le côté de la Fédé, qui eux aussi ont besoin de réussir. Donc, et ce qu'il faut surtout pas, c'est mettre le joueur au milieu et que ça soit au joueur de choisir, parce que on est dans une situation délicate. Ouais, et donc, c'est important qu'il puisse y avoir, bien sûr, des discussions en amont et des discussions pendant. Ouais, ça serait mettre encore plus de pression sur les joueurs qui n'ont pas besoin de ça. Alors, combien de joueurs, Laurent ? Alors, moi, si on tient compte, bien sûr, Cameron Rocky qui s'est blessé, qui devait être appelé, donc un de moins, mais après j'ai Gaël, Ficou et Nolan Le Garec, j'ai Gouram Gojigashvili avec la Géorgie, j'ai Finn Russell avec l'Écosse, donc on se retrouve entre 4 et 5 joueurs absents. Parlons de Finn Russell un petit peu. Je suppose que c'est une plaque tournante à la fois de l'équipe nationale d'Écosse, mais aussi du Racing 92. C'est entre vous deux que se passent les échanges sur Finn Russell, Laurent ? Oui, je travaille, on discute énormément avec Finn. Il y a aussi Greg qui rentre en ligne de compte et sur lequel on fait le point en fonction des plannings. Mais bon, on l'a toujours fait concernant Finn. Donc, on tient compte aussi du temps de jeu qu'il a pu avoir avec le club, les plages de régénération, comme je répète souvent, mais aussi là actuellement, donc avec les voyages, comme l'a dit Peter. Donc, bien sûr que nous, il va y avoir 2 week-ends où l'équipe d'Écosse n'a pas de match, où il pourrait intégrer avec nous. Je suis en train de regarder quels sont les matchs sur lesquels il va pouvoir intégrer, et peut-être l'autre le laisser un peu tranquille, parce que voilà, mais on tient compte aussi des joueurs que l'on a à disposition, puisque je me retrouve avec pas mal de blessures. Ce que j'ai dit, il y a des choses qui peuvent être établies, mais sur le moment T, deviennent compliquées. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas occulter qu'il y a aussi le risque de blessure, parce que si le joueur enchaîne, c'est tout sauf simple. Donc, attention, parce que de vouloir jouer petit par moment, je le dis, c'est-à-dire de regarder le court terme, on risque de se pénaliser sur le moyen et long terme. Vous écoutez Vue du banc, les podcasts de Tech 15, avec nos invités du jour, Peter De Villiers, entraîneur de la mêlée écossaise, et Laurent Travers, manager du Racing 92. Peter De Villiers, justement, le Finn Russell, pour ne prendre que cet exemple, c'est sur l'ensemble de la saison que vous êtes en relation avec le Racing pour voir comment ça se passe pour le joueur. Et c'est notamment sur ce type de cas où il faut bien gérer, parce que il peut y avoir plus de matchs pour un joueur dans ce cas où il est très important pour son club, et que des matchs qui se passent entre 2 matchs de 6 nations peut avoir un très grand match pour le Racing aussi, et donc important pour le joueur pour se remobiliser, pour aller faire une semaine en club, revenir après dans l'équipe nationale. Ce n'est pas toujours évident à jouer. Donc, alors que, par exemple, des cas de Glasgow ou Édimbourg, on peut parler avec les coachs de ces 2 équipes et dire, voilà, écoutez, un joueur comme, par exemple, Zander Fagerson a beaucoup joué, il a beaucoup de minutes. Est-ce qu'on pourra réfléchir à le laisser au repos ce week-end ? Et ces discussions-là, est beaucoup plus souple. Alors que et c'est pour ça, encore une fois, que le cadre est très important. Nous pouvons avoir toute discussion nécessaire avec le Racing, mais si le Racing a besoin de ses joueurs, voilà, il n'y a même pas de discussion, on respecte. Ouais, et par rapport à ce que dit Peter, il y a aussi le poste qui est occupé. C'est-à-dire que quand vous jouez 3e ligne, que vous jouez 2e ligne, que vous jouez tous les matchs, que ça tape, parce qu'il y a aussi ce côté, ce qu'on appelle contact, combat, qui fait que ça puise aussi sur la fraîcheur, sur aussi l'intégrité physique. Et donc, il y a d'autres postes où vous pouvez, lorsque vous êtes des fois un peu moins sollicité par rapport à ça. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Est-ce que je suppose que les préparateurs physiques, voire le secteur médical, font partie aussi de ces échanges ? Alors, nous, bien sûr que toutes les données maintenant avec l'évolution, que ça soit au niveau GPS, que ça soit au niveau, bien sûr, contact, de savoir le nombre de contacts qu'il y a eu, la course,
Donc tout ça rentre en ligne de compte et toutes les données, justement, il y a des échanges là-dessus. Donc ça permet de voir tout ce qui a été fait, que ça soit en match ou pendant la semaine. Oui. Peter? Oui, également, médical et préparation physique sont partie intégrale de ces discussions-là et vont même nous amener, on va voir une partie très importante dans la conversation. C'est eux qui nous mettent l'accent sur quelque chose qui peut des voyants rouges, on va dire, sur un joueur de fatigue ou sur les courses ou sur les blessures imminentes qui peuvent arriver à cause de beaucoup de contacts. C'est eux qui nous mènent. Ouais, je suppose que vous interrogez aussi les joueurs en question qui sont, j'allais dire, pris entre les exigences de la sélection et du club. Avec Finn Russell, pour ne prendre encore que cet exemple, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il est content de cette relation qu'il y a entre l'équipe nationale et votre staff, et ton staff, Laurent? Je le répète, c'est pas simple, parce que le joueur se retrouve toujours mieux, et donc il veut satisfaire tout le monde. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est que ça soit lui qui se retrouve au milieu, qui soit obligé de prendre des décisions. Donc, je le répète, on a l'impression que tout est facile. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que la fédération, elle a envie de gagner, et c'est pas simple parce que le club a envie de gagner. Et que donc, arrivé à un moment, il y a automatiquement des contraintes. Et il faut pas que ça soit aux joueurs de décider, parce qu'on le met dans une situation inconfortable. S'il décide pour le club, la Fédé va dire c'est pas normal. S'il décide pour la Fédé, le club, il va dire que c'est pas normal. Donc, à partir de là, il faut éviter de rentrer dans ce jeu-là. Nous, c'est de regarder et d'essayer de le faire. Et comme l'a très bien dit Peter, c'est que par moment, nous, club, on va dire oui, on va faire comme ça. Mais si on se retrouve contraint, on ne pourra peut-être pas faire autrement. Et on va changer d'avis parce qu'on se retrouve en contrainte par rapport au match qui arrive et qui devient essentiel pour le club aussi. Donc, il y a des moments où on va prévoir et on va l'anticiper. Ce qu'il ne faut pas, c'est mettre le joueur en porte-à-faux, que ça soit à lui de décider. Non, parce que là, à partir de là, c'est là où ça devient une contrainte supplémentaire. Et ça devient, lorsque vous demandez au joueur de décider, ça le met en porte-à-faux, oui. Et ça peut être justement ce qui peut déclencher une blessure. Oui, justement, Peter, Finn Russell, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est content de la relation que vous entretenez, vous, le staff écossais, avec celui du Racing 92? Il est satisfait de la façon dont ça marche? Oui, Finn aussi a décidé de prendre cette option qui est de jouer à l'étranger. Donc, il sait que c'est quelque chose qui lui plaît. Et donc, il assume aussi ça. Ça fait partie aussi du monde professionnel. Laurent, imaginons le cas de figure où Peter te demande d'essayer Finn Russell au poste d'arrière en top 14 parce que Townsend, l'entraîneur en chef écossais, voudrait l'utiliser en 15 avec la sélection écossaise. Comment réagis-tu? Je réagis, j'écoute, j'entends, je regarde si c'est réalisable. Par contre, moi, je vais pas, c'est clair, je vais éviter de faire, si je peux le faire et que ça puisse rendre service aussi au club, je le ferai. Mais la priorité des priorités, mon poste, c'est surtout que mon club et mon équipe du Racing fonctionnent bien. Donc, dans la mesure du possible, je le fais. Sinon, je regarde en priorité ce qui est bien pour le club. Ouais. Jusqu'où peut aller l'échange d'informations jusqu'au plan psychologique par exemple, est-ce que tu es en mesure de dire attention, Finn Russell en ce moment, il n'a pas trop le moral, je sens qu'il a un doute. Ça va jusque-là dans les échanges? Oui, mais c'est pareil avec l'équipe de France. Hein, on échange, on doit être capable, Fabien, téléphone, on fait le point, on regarde. Mais je pense que c'est exactement pareil au niveau de l'Écosse avec les joueurs anglais de Exeter. Mais bon, on le voit vite, si le joueur est performant en club, il va être beaucoup plus libéré dans sa tête. Si le club fonctionne pas très bien, il est important que la Fédé, elle aussi, rentre en ligne de compte et le prenne en ligne de compte et l'accompagne. Et inversement, c'est-à-dire qu'il peut arriver que quand un joueur revient en club, ça lui soit une bouée d'oxygène parce qu'avec la fédération, ils n'ont pas eu de résultats. Et lorsqu'il revient en club, ça lui fait du bien. Je pense que souvent, tout est lié et on en tient compte, que ça soit du côté
fédé ou que ça soit du côté club, tout le monde essaie d'accompagner et de faire en sorte, toujours pareil, d'attirer le joueur vers la performance. Je prends l'exemple de Nolan Le Garec, qui est appelé régulièrement maintenant par Fabien Galtier, mais qui ne joue pas pour autant, qui revient dans le club. Dans quel état d'esprit est-il? Oui. Alors, bien sûr que Nolan, il a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain, mais il sait aussi qu'il faut être patient. Il est jeune, alors c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas être impatient. Il est impatient, il a envie d'y être, mais à lui de faire ce qu'il faut au quotidien, parce que le jour où ça va se présenter, il faudra qu'il soit prêt. Bien sûr. Et donc ça, il le sait. Et donc c'est un accompagnement qu'il a, bien sûr, je pense, du côté de la Fédé. Mais je sais, nous, on s'appelle toutes les semaines, on discute, on échange, et ce qui est important pour moi, c'est qu'il continue dans sa préparation, et que si on fait appel, que ça soit avec la fédération ou que ça soit avec le club s'il vient être libéré, d'être prêt de suite. Peter, tu étais chez les Springboks entre 2012 et 2018 pour la mêlée aussi, puis au Stade Français en 2019. Tu as participé à cette époque-là des échanges avec les sélectionneurs? Oui, alors moi, c'est ce que je voulais dire avant, c'est que les échanges se passent souvent sur plusieurs niveaux. Il y a le corps médical, il y a les préparateurs physiques, il y a évidemment les entraîneurs en chef, et moi j'ai souvent échangé aussi avec les autres entraîneurs des avants ou l'entraîneur de la mêlée, des franchises ou d'autres clubs, et ce qui amène souvent des points de vue différents aussi et qui me permet d'avoir une bonne opinion de l'état physique ou mental du joueur avant qu'il bouge du club à l'équipe nationale. Est-ce que la discussion permet d'avoir une connaissance du joueur un petit peu plus importante? Oui, l'échange permet toujours d'apprendre des choses ou des fois de confirmer des choses. On peut avoir quelque chose en tête, mais on n'a pas la confirmation. Et ces échanges-là, s'il y a des choses qui se recoupent, ça nous avance. Donc oui, les relations, je trouve que les relations avec les clubs sont très importants pour justement apprendre sur les joueurs. Laurent, on a le sentiment que ces échanges, c'est quand même très rugby, je dirais, non? Non, mais c'est surtout que ça devient indispensable. Alors après, par moments, ils sont un peu coupés ou ça met un peu de distance parce que, comme je l'ai dit, et vous le savez très bien, proche à ce qui a peut-être été libéré pour pouvoir rejouer avec le club, c'est là où on devrait peut-être essayer, et nous, on ne peut pas faire autrement, les fait jouer. Donc ça met bien sûr, par moments, des distances avec le côté fédé. Mais bon, je pense qu'à un moment, plus on discute, mieux c'est, et plus l'échange est vraiment dans un but de faire évoluer tout le monde. Je pense que ça peut être que positif. Ouais, on a le sentiment qu'en France, c'est rodé maintenant, ça fonctionne. Je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Il y a encore des choses à améliorer. Non, il faut rester. On n'est pas, comme je l'ai dit, tout n'est pas clean pour tout le monde, dans les deux sens. Et donc, à partir de là, il est toujours bon d'être vigilant et de ne pas penser que c'est mieux chez nous et moins bien ailleurs. Donc, je pense que tout le monde a toujours besoin de se remettre en question dans les deux sens. Ouais. La Coupe du Monde met quand même beaucoup de pression sur que ce soit les entraîneurs de la sélection nationale, bien sûr, mais aussi des clubs. On a le sentiment que tout est... C'est pas une pression, c'est que tout a été fait et tout est fait dans un but à ce que, justement, il puisse y avoir un titre. Je pense que si on demande à Peter combien il a de joueurs à disposition, actuellement, je crois que c'est 31 ou 33, Peter, que vous avez? Et on a moins de joueurs, et j'allais dire... Voilà, nous, on en libère 42. Ouais, 42, c'est énorme, mais c'est énorme. Mais en plus, avec des semaines supplémentaires. Ça veut dire qu'ils les ont à disposition une semaine avant. Ils sont protégés. Donc, mais et ça a été validé dans un but, justement, d'amener une valeur ajoutée pour l'équipe de France. Et ça veut dire que les clubs professionnels, présidents y compris, et l'ensemble des clubs, font ce qu'il faut pour accompagner l'équipe de France à performer. Peter, tu as moins de joueurs à ta disposition, c'est ça? Oui, j'ai moins de joueurs, et je tiens à dire qu'on constate que cet effort par les clubs françaises a amené un grand bien pour l'équipe nationale. Je pense que le fait d'avoir 42 joueurs est un progrès énorme pour l'équipe de France, mais évidemment, si l'équipe de France en bénéficie, c'est le club qui le paye. C'est un sacrifice quelque part, mais c'est beau. C'est beau parce que ça a certainement aidé l'équipe de France à franchir un cap. Et aujourd'hui, on voit que cette équipe tourne très très bien. Et c'est ces entraînements avec plus de nombre qui a certainement amené à ça. Comme le dit Peter, c'est nombre de joueurs et nombre de jours. C'est-à-dire que les deux sont réunis. C'est-à-dire que
ils sont beaucoup plus disponibles, mis à disposition de l'équipe de France, et beaucoup plus en nombre de joueurs. Donc tout ça est bien sûr, et c'est dans un but, et ce qui est le cas actuellement, et bravo, ça veut dire que tout le monde se retrouve gagnant, mais c'est dans un but de bien accompagner notre équipe de France pour qu'elle puisse gagner, bien sûr, un titre. Ouais, c'est plus de jours, plus de joueurs, ça renforce le collectif forcément. Ah, mais il faut demander à Peter, mais je pense que s'il les avait un peu plus, il serait content. Ah, on est toujours plus content de les avoir. On les a pas beaucoup. Enfin, on les a pas beaucoup. Oui, pendant hors tournoi ou hors championnat d'automne. Ouais, pourtant, sur le premier match face à l'Angleterre à Twickenham, on a senti que ce collectif écossais était particulièrement performant. Hein. Oui, on a profité d'un stage une semaine avant aussi, avant la semaine du test match, on avait déjà un regroupement des joueurs. Et là, par exemple, on a changé notre semaine d'entraînement récemment pour s'entraîner lundi, mardi, mercredi, avoir le jeudi off, parce que du coup, on peut plus profiter de nos joueurs de clubs hors Écosse de cette journée de plus pour les avoir, parce qu'ils rentrent le jeudi en club. Donc, du coup, on a changé notre semaine d'entraînement pour mieux les avoir. Mais aussi, ce que Laurent a très bien dit, ça fait que les joueurs peuvent arriver un peu plus fatigués dans leur club. Et donc, lui, quand il a son entraînement du capitaine, si le joueur joue le week-end, il faut le gérer et c'est pas forcément pratique. Mais il est important qu'on s'adapte. Et moi, ça a été le cas là, pour Finn. Il est arrivé le jeudi, on lui a dit non, Finn, tu restes sur le côté, tu regardes, puisqu'on savait que le lundi, mardi, mercredi, il avait fait ce qu'il fallait. Et c'est pas un jour d'entraînement qui va changer le joueur ou qui va faire en sorte qu'il va être beaucoup plus performant. Bien au contraire, il est important que s'il a fait 3 jours de haute intensité ou avec une intensité beaucoup plus élevée, qu'il puisse avoir un jeudi et un vendredi beaucoup plus dans un but de récupération et de régénération afin d'amener de la fraîcheur pour le jour du match. Et de la fraîcheur fait qu'il sera plus performant et qu'il y a un risque de blessure moins élevé. Donc tout ça rentre en ligne de compte et il est important que nous, on sache ce qu'il a fait et comme la Fédé sache ce qu'il a fait avec le club, de façon à ce que tout le monde puisse avancer et le faire dans bonne intelligence pour le bien de chaque équipe et du joueur. En fait, il faut arriver à gérer le fait qu'il y a trop de matchs dans le rugby, c'est ça, Laurent ? Non, je me permets. Alors là, on rentre dans un débat qui est hors de notre compétence parce que moi, je reste focus sur bien sûr ce qui nous intéresse avec la compétition. Après, il y a des dirigeants qui sont là pour décider le nombre de matchs, le championnat que l'on doit avoir, le nombre d'équipes. Ça serait, alors bien sûr qu'on va dire, quand on est joueur, ils ont l'impression, et ce qui est tout à fait légitime, que des fois ils jouent trop. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils jouent pas assez. Moi, quand je suis entraîneur, je vais dire, quand il me manque autant de joueurs et que j'ai autant de blessés, je vais dire, il faudrait jouer un peu moins. Voilà, on va tous, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour décider de façon à ce que notre sport soit le plus valorisé possible, que notre championnat du top 14, puisque moi je suis dans le top 14, soit le plus intéressant et attractif pour les joueurs, pour les clubs, pour les téléspectateurs et spectateurs. Donc à nous d'être et focus, mais je pense qu'il y a des gens qui sont qui sont là pour décider de savoir ce qu'il faut faire. Et nous, moi, je dois rester focus sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le terrain et le suivi des joueurs. Peter, ton avis sur la question ? Je pense que Laurent a tout dit et très bien dit. Je peux seulement rajouter que c'est le cadre qui est négocié qui doit nous mener, qui doit être respecté. Et heureusement qu'il y en a et il faut continuer sur cette ligne-là, des cadres que tout le monde respecte. Merci à tous les deux. On en sait désormais un peu plus sur l'aspect collaboratif de votre métier d'entraîneur dès lors qu'il s'agit d'assurer le suivi d'un joueur appelé à partager son temps entre le club et la sélection nationale. Merci à tous les deux. Bon courage à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu ? N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vue du banc vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.